Eh bien, bonsoir à tous. À nouveau, l'histoire de leur début. L'histoire de leur début, où, comme je le dis à chaque fois, effectivement, l'objectif de ce thème, de cette session, est en fait de vous amener peut-être à sortir un petit peu de votre direction, de votre rame de métro qui vous emmène vers votre objectif et de pouvoir effectivement un petit peu aller visiter quelque part d'autres jardins, d'autres manières de faire, de pouvoir connecter avec d'autres entrepreneurs qui ont eu aussi des débuts, qui ont eux aussi commencé et qui peuvent aujourd'hui peut-être nous partager un petit peu leur stratégie, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont fait, ce à quoi ils ont été confrontés. Et ce soir, j'ai l'immense joie et l'immense honneur, mais vraiment c'est un honneur pour moi parce que c'est quelqu'un que j'apprécie absolument énormément, quelqu'un qui m'a aidé aussi et quelqu'un qui est extrêmement importante dans ma vie, c'est Béatrice Fornari. Bonsoir Béatrice Fornari. Bonsoir Béa. Coucou, coucou Eliane, bonjour à tout le monde. Pendant que tu parlais, j'étais en train de tapoter sur Facebook pour partager la vidéo sur mon profil. Alors voilà, j'ai tout entendu ce que tu as dit, mais je ne regardais pas l'écran. Souriez, vous êtes filmé. Voilà, je la regarde maintenant. Merci Eliane d'oser m'inviter. Et puis moi, c'est un grand honneur pour moi parce que voilà, pouvoir parler de nos débuts et de ce qui se passe quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est toujours hyper important et il faut toujours se rappeler de ses débuts. Donc, c'est aussi des soirées qui sont très challengeantes. En tout cas, pour moi, c'est une soirée challengeante parce que je vais repartir un petit peu dans l'ancien temps, mes succès, mes échecs, enfin, comment j'ai configuré tout ça au gré de tes questions et puis de vos questions aussi. Et ça va être génial. Donc, je suis trop contente d'être là. Super. Cool. Eh bien, écoute, moi, je suis extrêmement contente que tu sois avec nous aussi. Et la première chose que je vais te demander pour tous nos amis qui nous suivent en direct et éventuellement tous ceux qui seront en replay, etc., Béa, c'est de te présenter un petit peu, c'est de nous dire qui tu es, voilà, quel est l'humain Béa, en fait. Alors, tout est dans mon nom. Hein. Béatrice, c'est la béatitude. C'est la personne plutôt bien heureuse et puis qui apporte aussi le bonheur. Donc, je suis exactement ça, le chemin que j'ai aujourd'hui. Je travaille sur l'intelligence émotionnelle. C'est mon domaine d'expertise et je fais ça de plein de manières différentes avec tout ce que je sais faire. Donc, je fais des ateliers, des workshops, des formations, des stages, des séminaires, des conférences, des spectacles et toutes ces modalités-là, elles sont mise en mouvement par cette expertise de l'intelligence émotionnelle. Autrement dit, je m'emploie à permettre aux gens de comprendre comment leur cerveau fonctionne, et notamment leur cerveau émotionnel, pour retrouver le sourire et avancer sur leur chemin là où ils ont envie d'aller. Bon, c'est mon job d'aujourd'hui. Puis voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Je vais quand même dire, moi, je suis quelqu'un de créative. Je pense que c'est une de mes plus grandes forces. Et c'est aussi ce qui m'a permis d'aller loin et de me sortir de beaucoup de mes déboires. Donc, on le verra plus tard. Je suis drôle. Je suis pas drôle pour mes enfants, mais pour d'autres gens, j'arrive à être drôle. Voilà, j'ai une vision plutôt légère de la vie, optimiste, même si des jours je pleure, même si des jours je suis en colère. Voilà, et globalement, c'est plutôt comme ça que je vois la vie, un peu un cadeau qu'on nous a offert et puis c'est cool, même si des jours c'est pas cool du tout, il faut quand même se le dire. Et, et quoi d'autre? Je suis ambitieuse et Ambitieux. courageuse et intelligente. Voilà. Et puis alors ça fait 4-5 qualités qui me caractérisent quand même. Ce que j'aime, c'est me connecter à là où je suis. Alors, si je suis à Pralo, je me connecte aux arbres, à la montagne, aux gens qui sont au bar, à moi. Enfin voilà, ça dépend des moments. Mais les connexions, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et les liens que je tisse avec les gens, avec moi, avec un objet, avec une odeur, avec une musique, mais voilà, c'est aussi ce qui me caractérise. Bon. Parfait. Quelle panégyrique, quelle présentation. Merci beaucoup, Béa. Alors après, voilà, moi, comme on le sait, alors effectivement, on a quand même
pas mal de gens qui sont présents ce soir et merci à tous. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire effectivement peut-être de quelle région vous êtes, ça va nous faire un petit peu voyager aussi et comment vous créez, vous créez votre vie, votre avenir, mais tout ça, l'intelligence émotionnelle, etc., on va y venir. Moi, ce que je voudrais pour le moment retrouver et t'amener éventuellement à retrouver, c'est Béa qui commence l'entrepreneuriat. Donc Béa qui commence l'entrepreneuriat, euh, pourquoi? Par quelle prise de conscience? Pour quelle raison? Pour quelle valeur? Comment tu as commencé dans l'entrepreneuriat? Alors, ce qui m'a donné la première idée là-dedans, c'est que quand j'ai fait toutes mes formations en programmation neurolinguistique avec Paul Pironnet, en coaching avec Lionel Calderini, avant ça, j'avais fait l'intelligence émotionnelle, j'avais fait la communication non violente, j'ai un niveau 3 de Reiki, que je commençais à avoir un petit peu des outils dans ma brouette. Et là, j'étais responsable de formation à la direction académique du Rhône. Donc, j'étais le bras droit du directeur académique sur tout le pôle formation. Et c'est moi qui établissais les plans de formation pour le premier et le second degré. Et un jour, je dis au directeur académique qui appréciait énormément le travail que je faisais dans ce cadre-là, donc beaucoup de formations de formateurs dans mes formations et beaucoup de formations auprès des cadres à Poitiers, dans l'école des cadres, auprès des cadres de l'éducation nationale. Bref, aussi auprès des enseignants. Enfin, bon, c'était mon kiff. Et là, je dis, on devrait mettre de l'intelligence émotionnelle et de la PNL dans les formations, ce serait super. Et donc, il me dit, génial, trop bonne idée. Donc, je construis tout un plan de formation autour de ça. Gestion des émotions, connaissance du cerveau, neurosciences, c'était il y a 10 ans à peu près, un petit peu plus, enfin à peu près environ, on va situer ça à 10 ans. Et j'ai pas appelé ça PNL, j'ai pas appelé ça intelligence émotionnelle. J'ai travaillé plutôt sur la gestion de conflits, les modes de communication fluides et sains, les manières de se réaliser, d'encourager les enfants, de retrouver de la motivation dans son boulot quand on est enseignant, de gérer un établissement quand on est principal ou proviseur ou directrice ou directeur d'école élémentaire. Et puis, un petit peu plus haut, le directeur académique a dit oui, la rectrice a dit oui, et un petit peu plus haut, au ministère, ils ont dit ah ben non, ça c'est pas question, ces sujets-là, pas dans l'éducation nationale, personne n'en a besoin, on est dans des espèces de trucs un peu bizarres, pas vraiment rationnels, donc c'est non. Et en fait, ce non, il a été le déclencheur de quelque chose de violent et de puissant en moi. On dit souvent nos plus grandes frustrations sont possiblement, si on arrive à rebondir, nos plus grandes réussites derrière. Et j'ai dit, mais comment non? Moi, en fait, en me formant sur ces sujets-là, ça m'était apparu totalement évident que tout le monde devait s'éduquer sur cette forme d'intelligence avec nos émotions qu'on connaît assez peu. Et je me suis dit, ah ben non, ben ça va pas être possible. Et du coup, ils ont semé dans ma tête la graine de l'entrepreneuriat sans le savoir. Et je me suis dit, bah écoute, si c'est pas possible dans l'éducation nationale, ben, je vais le faire ailleurs. Faire ailleurs, ça s'écrit pas en un mot, hein. Je vais le réaliser ailleurs. Et puis, du coup, j'ai commencé petit à petit. Au début, je n'ai pas pensé sortir de l'éducation nationale. Au début, j'ai fait des ateliers le samedi. J'ai monté une association et puis, j'accueillais des jeunes le samedi, puisque c'est ce que je connaissais dans l'éducation nationale, les jeunes. Donc, je faisais des ateliers de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi, d'apprendre à apprendre. Donc, comment je gère mes devoirs, comment j'arrive à mémoriser plus facilement mes leçons, comment je me démobilise pas quand je dois présenter un exposé à l'oral. Et puis, ça marchait bien. Après, j'ai fait des ateliers les vacances scolaires pour les enfants, puis les préparer aux examens, au brevet, au baccalauréat, etc. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Et la première année, à la fin de la première année associative, là, donc je travaille tout le temps, je me suis dit, en fait, peut-être que ça pourrait intéresser des adultes. Donc, la deuxième année de mon association, j'ai organisé des ateliers de temps en temps pour les enseignants, en tout cas pour les personnels de l'éducation nationale. Quoi qu'ils fassent dans l'éducation nationale, ça a super bien marché aussi. Alors, au début, j'avais 3-4 personnes, mais j'avais pas zéro. Et petit à petit, moi, mes ateliers, je les plafonnais à 12, mais j'ai eu de plus en plus de monde comme ça. Et un jour, je me suis dit, parce que vraiment, je commençais à m'ennuyer profondément, à faire des formations sur les fractions, la lecture au CP et compagnie.
J'ai dit: «Non, la BA, ça va plus être possible en fait dans l'éducation nationale. Il va vraiment falloir que tu fasses quelque chose de très différent». Et au début, je me suis penchée vers les organismes de formation pour proposer mes compétences. Et puis, ils me proposaient des trucs et c'était payé tant et ceci, cela. Il fallait que je cadre l'intelligence émotionnelle sur leur parcours à eux et sur ci et sur ça, jusqu'au moment donné où j'ai eu un tilt. C'était peut-être 2 ans après le refus. Et j'ai dit, bah, en fait, je vais monter ma boîte. Et comme ça, je vais faire ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux. Et après ça, j'ai encore mis plus de 2 ans avant de sortir de l'éducation nationale. Donc, quand les gens disent c'est facile, c'est rapide, tu décides et puis tu t'en vas, moi, c'est pas du tout ce qui s'est passé pour moi. J'ai construit petit pas après petit pas. Surtout que juste, je dis ça comme ça, ce sera dit. Quand on quitte l'éducation nationale, en tout cas à l'époque où moi je l'ai quitté, Emmanuel Macron n'avait pas encore donné la possibilité des ruptures conventionnelles. Donc, je n'avais que la possibilité, avec la loi de Sarkozy, de quitter l'éducation nationale parce que j'avais 15 ans de boutique et 3 enfants. Sinon, j'aurais pas pu parce qu'ils ont refusé 2 fois ma démission. Ah Donc oui, ils ont refusé, tu vois? Ils ont refusé 2 fois ma démission et puis, bonsoir à tout le monde, je vois qu'il y a des gens qui arrivent et donc quand tu sors de l'éducation nationale, rupture conventionnelle, pas possible, indemnité, pas possible, indemnité pour création d'entreprise, pas possible et surtout, tu n'as pas le droit, en tout cas à l'époque, tu n'avais pas le droit en sortant du service public du ministère de l'Éducation nationale, de t'inscrire à Pôle emploi ou à l'APEC, à l'Agence des cadres. Donc, si ton business marche pas, ben, tu n'as pas de sous, en fait. Tu n'as pas de sécurité financière. Et ça, on le verra plus tard. Ça a été un, 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 un gros pan de mon organisation parce que j'avais 3 enfants à charge. ok, donc effectivement, l'envie en fait de pouvoir proposer quelque chose qui te correspondait complètement, mais qui a été construit en fait petit à petit, tout en conservant une certaine forme de sécurité financière en fait pour pouvoir effectivement continuer à assumer le quotidien. Hein. Comme on est beaucoup, je pense que tous ceux qui nous écoutent ont effectivement un petit peu cette problématique de pouvoir se dire, ok, je me lance, mais si j'ai rien, je fais comment quoi on va pas sous les ponts. Et donc, tu commences à créer, tu mets 2 ans pour créer ta boîte, c'est ça? Voilà, Enfin, alors en tout, ça fait 4 ans du coup. En tout, entre le moment où j'ai dit il faut que je fasse différemment, plus dans l'éducation nationale, et le moment vraiment où j'ai quitté l'éducation nationale, il s'est passé 4 ans. ok, 4 ans. Et donc, pendant ces 4 ans, je suppose que tu as commencé effectivement avec cet objectif en fait de créer une entreprise, à pouvoir commencer à voir vraiment ce que tu allais faire, quels étaient les objectifs, comment trouver tes clients, etc. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Mmh. Comment ça s'est passé au départ? Alors, au départ, je me suis dit: «Je vais pas m'énerver à aller faire une activité connexe et comme je suis extrêmement reconnue dans le monde de la formation, je vais rester là-dessus». Donc, je vois vos messages, merci beaucoup. Donc, j'ai dit: «Bah, écoute, je vais faire des ateliers, des stages et de la formation, mais je vais tout tourner autour de l'apprentissage, la transmission, le partage sur comment t'élever grâce à l'intelligence émotionnelle». Parce que, par contre, il y a un truc que je savais, c'est que l'expertise que je déployais et sur laquelle je me formais depuis de nombreuses années, c'était la capacité à piloter son système émotionnel pour enfin profiter de ce pouvoir qu'on nous avait donné depuis toujours, en sachant comment il fonctionne. Ça, je sais que j'ai toujours voulu faire ça, depuis le début. Donc, en fait, j'ai mis tout le paquet là-dessus. Et puis, je me suis lancée dans des ateliers, dans des formations, dans des choses comme ça que j'ai proposées à qui voulait venir. Donc, en fait, je me suis inscrite dans des réseaux d'entrepreneurs parce que autant te dire que quand tu sors de l'éducation nationale, c'était pas mon premier job, hein. J'ai bossé dans le tourisme, avant l'éducation nationale, donc j'ai eu de l'expérience dans le privé. Mais mon réseau dans le privé était très, très, très limité. Donc mon premier angle, c'était de me faire du réseau. Donc, j'ai lancé mes ateliers sur l'expertise de l'intelligence émotionnelle. J'avais quelque chose de très précis. Et comme dit Martin Latulippe, rends-toi visible sur ce pourquoi tu as envie d'être reconnu. Alors justement, comment est-ce qu'au départ, alors avec cette intelligence émotionnelle, ces ateliers, comment au départ tu as pu te rendre visible? Comment tu t'y es pris pour te rendre visible? Alors, la première chose que j'ai faite, c'est pas les réseaux sociaux, c'est les réseaux d'entrepreneurs.
je suis allée à la rencontre d'entrepreneurs, de gens qui ont du business. Donc, je me suis inscrite à des fédérations, à des confédérations comme la CPME, la Confédération des petites PME. Je me suis inscrite aussi à un réseau d'entrepreneurs en ville, sur Lyon, parce que comme ça, j'avais géographiquement des connexions et des contacts sur place. Et puis, je me suis inscrite à un réseau d'entrepreneurs qui avaient des liens très forts avec les cabinets de consulting et les organismes de formation. Donc, j'ai ciblé mes réseaux, en fait. Voilà. Et du coup, je me suis rendue très visible dans ces réseaux et j'ai proposé beaucoup d'ateliers offerts, gratuits dans ces réseaux-là. Donc, moi, je m'étais mis une limite et ma limite, c'était 4 ateliers par mois. Ça fait donc un atelier gratuit, offert, dans ces réseaux que je pouvais proposer et animer par semaine, ou alors en tout cas c'était 4 par mois. Voilà, c'était ma contribution et aussi pour moi un pied dans le fait que je suis visible et que quand on parle de Béatrice Fornari, intelligence émotionnelle, ça y est, ça commence à faire un peu de l'écho. Quand je me suis un peu confortée, peut-être au bout de 6 mois, 1 an dans les réseaux d'entrepreneurs, ça m'a ensuite rapporté du business, mais même avant que ça me rapporte du business, là, j'ai en même temps commencé à communiquer sur les réseaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais un atelier dans un réseau d'entrepreneurs, je communiquais dessus. Je faisais pas des vidéos toute seule en expliquant ce que je faisais, mais je communiquais sur, je rendais visible en fait ce que je faisais. Ça a été mes premiers trucs. Ok, mais je suppose que quand effectivement, même dans des réseaux d'entrepreneurs et même quand c'est gratuit, quand tu proposes des choses comme ça, tu n'as pas eu que des acceptations bras ouverts. Si? Où il y Non. a eu des fois où on t'a peut-être dit ou ça m'intéresse pas, ou qu'est-ce que c'est, ou bah non, c'est pas pour nous. Enfin, je sais pas. On a souvent, quand on commence comme ça et qu'on propose quelque chose, même si c'est gratuit, on a effectivement cette dualité qui est oui, on veut bien parce qu'il y a des fois c'est du gratuit, ou bah écoute, ça a beau être gratuit, non, on pense pas que ça intéresse. Comment tu gères ça? Ouais. Alors moi, comme je suis pas une commerciale de folie, c'est que je m'appelle pas le loup de Wall Street. Je vais pas te vendre un stylo si à la base tu me dis que tu en veux pas parce que convaincre les gens, il y a vaincre, il y a con, c'est pas mon truc. Moi, je bosse sur l'intelligence émotionnelle. Donc, j'ai présenté aux gens, les gens qui me disaient non, j'ai accepté leur non et j'ai dit en tout cas, si jamais un jour vous voulez en savoir plus, voilà, tous les samedis, je fais des ateliers là, dans telle salle. Vous pouvez me contacter. J'avais pas de site internet au début. Vous pouvez me contacter sur les réseaux, vous pouvez me suivre, donc vous verrez un petit peu tout ce que je fais et je reste à l'écoute. Le jour où vous vous dites que ça peut intéresser les entrepreneurs, par exemple, pour développer leur leadership, pour peut-être qu'ils gagnent en communication ou même pour préparer leur pitch. Donc en fait, j'avais des angles très précis. Et puis quand on me disait non, je disais bah, c'est OK pour l'instant. Et puis suivez-moi, voyez ce que je fais et moi je serai disponible. De toute façon, je suis dans le réseau, ça me plaît et je vais continuer à aller aux soirées des autres, à ce que proposaient les autres. Donc les gens, ils m'ont vu et vu et vu et vu. Un jour, ils m'ont dit vas-y, viens nous montrer ce que c'est ton truc. Comme il y en a d'autres qui m'ont dit oui tout de suite, mais je n'ai jamais, peut-être j'ai eu tort, mais en tout cas là, je suis là pour raconter ma manière de fonctionner. Je n'ai jamais insisté quand quelqu'un me disait non. Ça ne veut pas dire que je ne posais pas des questions en disant, bah, du coup, qu'est-ce qui fait que tu pourrais dire oui à un atelier comme ça, ou qu'est-ce qui te freine le plus, ou qu'est-ce qui, enfin voilà, qu'est-ce que tu penses qui est une moins-value par rapport à d'autres ateliers. J'ai continué à poser des questions. Hein. Je n'ai pas dit bon, on me dit non, je fais rien. J'ai posé des petites questions comme ça, mais pas insister une fois que la personne me répondait. Je disais, ah ben merci, ok, parce que moi aussi, ça me permet de m'améliorer dans mon argumentaire. Donc, merci beaucoup de me partager ça. Mais du coup, la personne, elle revenait. Elle me disait, mais l'autre jour, tu m'as demandé ça. Mais du coup, quand les autres te disent oui, c'est qu'ils viennent chercher quoi chez toi? Et du coup, les gens, ils sont revenus d'eux-mêmes. Et quand les gens reviennent, ça veut dire qu'ils sont déjà plus ouverts. Donc, on a déjà un petit peu plus d'espace pour entrer, en fait, pour se Ouais, positionner. quelque part, tu as semé une graine d'interrogation, en fait, et qui vient de rechercher un petit peu, voilà, rechercher un petit peu une forme de réponse, en fait, de Ouais, c'est sécurité. ça. Attends, Eliane, attendez, juste environ 10 secondes, je vais juste allumer une autre lumière parce que je vois que c'est très noir. J'allume une autre. Je Je vous t'en entends toujours. Tac, hop, voilà, peut-être ce sera un peu mieux. Oui, c'est quand même un peu plus agréable. Ok, c'est Voilà. nickel. Et comme je sais que tu m'avais dit effectivement qu'il y a des fois ça,
Je l'avais Mm. remarqué, mais tu m'avais dit qu'effectivement, il y a des fois, c'était un petit peu difficile au niveau des yeux. Donc, voilà, je ne voulais pas non C'est ça. plus te mettre mal à l'aise à ce niveau-là. Ok, mais tout ça, c'est très très bien. Donc, les contraintes, trouver des salles, etc., ça s'est fait facilement au départ ou c'était juste les réseaux qui proposaient des endroits? Alors, ça dépend ce qu'on appelle, ça s'est fait facilement. Moi, je suis une fouille partout et c'était mon métier d'organiser des événements avant, quand je bossais dans le tourisme. J'organisais des voyages à l'étranger, des voyages très atypiques pour des petits groupes qui voulaient vivre des choses un peu surprenantes. Donc, en fait, fouiner, fouiller, aller chercher le meilleur truc, demander à quelqu'un, demander à l'autre, téléphoner, ah oui, aller voir la salle, machin, bidule, troquer des séances de coaching contre une soirée de salle ou des choses comme ça pour moi, ça n'a jamais été un problème. Après, il va sans dire que trouver une salle, c'est pas forcément évident, mais c'est pas non plus impossible parce que franchement, où qu'on soit, il y a quand même beaucoup de salles qui sont libres et on ne sait pas. Donc en fait, là-dessus, moi, ce que j'ai compris, c'est que plus on parlait, et plus les gens revenaient vers nous. Par exemple, si on est en train de boire un coup dans un réseau d'entrepreneurs et puis qu'on dit ah oui, oui, ben moi je cherche une salle, mon prochain atelier, tout ça, je veux étoffer un petit peu le groupe, j'aimerais qu'il y ait 20-25 personnes, donc je cherche une salle d'une capacité de 30 parce qu'on a besoin de bouger et tout ça. Et ben, quand on parle, tu peux tomber sur quelqu'un, parce que c'est comme ça que l'univers te connecte, en tout cas moi j'y crois fortement, qui va dire ah ben moi j'ai un pote, il loue des trucs dans un coworking, mais je sais pas combien ça coûte, mais peut-être qu'il serait d'accord. Et une fois que tu as le pote au téléphone, t'expliques ce que tu fais, peut-être que tu peux lui proposer de venir lui le pote avec un ami gratuitement à ton atelier et que ça l'intéresse. Enfin voilà, après il y a des possibilités. Et si j'avais un conseil à donner là-dessus, c'est parler de vos besoins, Ok, oui, parce que parler des besoins. voilà, Vas-y. parce que tant qu'on n'en parle pas, euh, ça peut être une galère du coup de trouver ce dont on a besoin parce qu'il n'y a que nous qui le savons. Oui, absolument. À partir du moment où on se tait, effectivement, comment dire, on n'émet pas la demande et donc enfin, quelque part, on se rend invisible par rapport aux besoins qu'on a. C'est ça. Et quand on est invisible, effectivement, bah, il y a peu de chances en fait que ça nous revienne quelque part. Tout ça, c'est génial. Et donc, ça a mis du temps, ça a commencé à se développer. Et Mhm. alors, en fait, moi, la question là aujourd'hui que je me pose, c'est bien de développer, etc. Mais euh, toutes ces contraintes, toutes ces difficultés, etc., comment toi, tu les as ressenties? Comment tu les as vécues? Est-ce que ce sont des choses qui t'ont freiné? Est-ce que ça a provoqué des croyances? Est-ce que tu t'es dit, ben, après tout, OK, il n'y a pas de. C'est une contrainte, mais quelque part, je l'ai compris, mais je m'en fiche et j'avance parce que j'ai un objectif. Comment tu as réagi avec tout ça? Alors, c'est la dernière solution. En tout cas, pour les salles et la logistique, c'est la dernière solution. J'ai jamais de problème avec la logistique. Oui, j'ai des obstacles, oui, j'ai des freins, mais c'est jamais ce qui est venu me chercher en me disant oh, bah alors la salle, oh, bah alors les gens. Bon, voilà. Moi, ce qui est plus venu me chercher, c'est de cibler ma clientèle. Autrement dit, j'ai beaucoup de personnes autour de moi, très aguerries, qui ont des business qui tournent, qui m'ont dit: «En fait, Béa, si tu veux aller peut-être un peu plus vite ou si tu veux, comment? Que ce soit mieux compris des gens aussi autour, si tu veux être plus visible, il faudrait que tu cibles». Donc, est-ce que tu veux rester qu'avec une clientèle de jeunes? Est-ce que tu veux seulement, par exemple, les solo-entrepreneurs? Est-ce que tu veux les femmes de plus de 40 ans solo-entrepreneurs qui ont monté leur business il y a moins d'un an? Est-ce que tu veux des managers qui ont un certain niveau, qui sont seniors, qui sont juniors, qui sont dans le top management? Enfin voilà. Et euh, ça a été un de mes plus grands freins parce que pendant longtemps, j'ai essayé de cibler. Je me suis dit, bon, puisqu'il faut cibler, il va falloir que je fasse des choix et que je cible. Et en même temps, mon cerveau, il n'est pas câblé comme ça. Mon cerveau, il est câblé forêt. Et dans la forêt, il y a plein de végétation. Et moi, je ne vois pas pourquoi je me serais arrêtée sur la fougère ou sur le chêne ou sur le petit bout d'arbre là qui pousse. On ne sait pas à quoi il ressemble, peut-être un érable, mais on n'est pas sûr. Donc, ou sur la feuille morte ou ci ou ça. Alors, il est certain que certainement qu'aujourd'hui, je suis allée beaucoup moins vite que d'autres personnes et certainement que mon business peut-être me rapporte moins d'argent ou qu'il est moins florissant. Mais en tout cas, je kiffe toujours mon business au bout de 10 ans. Je me fais toujours autant plaisir et
j'ai gardé mon envie de ne pas cibler les gens qui viennent se former, qui viennent à mes spectacles, qui viennent à mes conférences sur l'intelligence émotionnelle. Des fois, dans mes conférences ou tout seul dans mes formations, je dis attention, clic, clic, là, c'est une formation de formateur. Donc, c'est pour les coachs, les thérapeutes, les formateurs, les managers. C'est très ciblé pro et comment tu utilises l'intelligence émotionnelle dans ton business et dans ta posture pro. Des fois, je cible, je dis attention, là, l'atelier du week-end, c'est pour les familles. Donc, on vient, les parents et les enfants, pour travailler sur la communication dans la famille et la gestion de conflits et comment notre système émotionnel, il vient jouer là-dedans. Donc, comment j'ai des points focus comme ça. Mais Ok. globalement, sinon, à mes conférences, à mes formations, etc., j'ai pas de cible particulière. Mais ça a été un frein parce que quand j'entendais les gens, c'était tout le temps une question à laquelle je ne savais pas répondre. Et pendant un grand moment, j'ai cru que c'est parce que j'étais incapable de faire un choix et de prendre une décision par rapport à ce choix, en me disant: «Si je laisse ça, ça veut dire que je l'abandonne et donc je renonce». Alors je suis partie du fait, et maintenant je le dis tout le temps, que faire un choix, c'est prioriser. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai priorisé mes cibles et je me dis: «Dans une année entière, avec quelle cible je veux le plus travailler?» Et en deuxième et en troisième. Et comme ça, j'ai gardé ceux qui sont dans le management parce que pour moi, si ceux qui ont quand même, je vais le mettre entre guillemets parce que pour moi, c'est pas du tout négatif, ceux qui ont le pouvoir et qui ont donc la possibilité de toucher plein de gens par effet boule de neige, bah, c'est quand même cool s'ils sont aguerris sur l'intelligence émotionnelle. Mes chouchous, c'est-à-dire les enfants, ça reste mon truc. Donc ça, c'est dans ma troisième priorité. Et dans ma deuxième priorité, il y a tous les gens qui lancent leur business. Et donc, c'est comme ça que j'ai établi mes priorités et petit à petit que j'ai construit mon chemin. Mais si je parle de frein, moi, c'est ce qui m'a le plus freiné, déterminer une cible client parce qu'on me l'a posé tellement de fois cette question. Et évidemment, aussi quand je me suis fait coacher pour lancer mon business, hein, pour développer mon business, évidemment. Et c'est là aussi effectivement extrêmement important et merci d'avoir mis l'accent sur ce point-là parce que beaucoup de gens effectivement qui aujourd'hui commencent en fait dans l'entrepreneuriat ou commencent un business, on leur dit mais qui tu veux aider. Et c'est vrai que c'est vraiment le gros problème parce qu'en fait on se sent tellement, comment dire, je dirais quelque part incompétent enfin, et incapable en fait. D'autant plus que quand on commence au départ, qu'est-ce qu'on a? On a une envie. Alors, je parle éventuellement coach ou formateur, mais bon, voilà, ça peut être aussi dans d'autres domaines. On a une envie, c'est effectivement d'aider les gens ou d'apporter des solutions, mais de savoir. Et je l'ai vécu aussi, hein, c'est complètement dingue, de savoir si j'ai envie d'aider la ménagère qui a 45 ans, etc., ou éventuellement le gamin qui en a 8, eh ben, je suis désolée. D'une part, c'est pas évident. Et deuxièmement, tu te sens tellement enfermé, en fait. Tant que tu n'as pas trouvé ça, et quelque part, tu n'avances pas et que tu restes là où tu en es en te disant, mais il faut que je trouve qui est-ce que je veux aider, il faut que je trouve qui est-ce que je veux aider. Et finalement, en allant loin, tu peux en faire une dépression parce que trouver comme ça, sans avoir l'info, en fait, de comment tu peux l'aider, etc., c'est quand même extrêmement compliqué, effectivement. Et merci d'avoir mis l'accent là-dessus. On peut effectivement avoir des domaines de prédilection, ok, C'est ça. Mm. forcément des cibles. Et là, j'ai une question, alors je vais faire une petite parenthèse, j'ai une question de Mezoua pour toi, qui disait sur le plan financier, comment t'es-tu organisé jusqu'à ce que ton affaire soit rentable? Voilà une belle question. Alors, voilà une belle Merci. question. Alors, déjà, je voudrais préciser quelque chose, c'est que moi, là où je ne me sens pas compétente, d'accord, je me fais accompagner. Donc, j'ai eu un coach pour l'histoire de l'argent, j'ai eu un coach pour le développement de mon business, j'ai eu un coach pour moi, comment je me sentais. Aujourd'hui, j'ai une coach vocale, j'ai un coach scénique pour mettre en scène et pour coécrire mes textes. Fait que moi, j'ai aucun problème avec me faire coacher, me faire accompagner. Si j'en ai besoin et s'il y a un besoin auquel je ne sais pas répondre, il y a ce que je vais être capable d'apprendre parce que je me dis, j'apprends ça parce que ça va me servir pour plus tard et que je vais pouvoir justement l'utiliser moi-même, mais on ne réussit pas seul.
Alors ça, c'est déjà quelque chose pour moi, de fondamental. Donc j'avais un coach en finance et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, déjà, être rentable, qu'est-ce que ça veut dire? Donc moi, quand j'ai fait du coaching, on m'a demandé: «Combien tu veux gagner par mois? Tu veux 2 000? Tu veux 5 000? Tu veux 10 000? Tu veux 1 200 parce que tu habites en plein milieu de la Lozère, tu avec tes chèvres et ça te suffit?» Et donc être rentable pour moi, un business qui tourne n'est pas forcément un business qui fait des millions par an. Évidemment que oui, ça, c'est vraiment un business qui tourne. Mais ce dont il faut bien se rappeler, c'est que quand on est entrepreneur, solo entrepreneur ou quoi, ou qu'on monte une boutique avec des salariés, peu importe comment notre business se développe, mais quand on se lance là-dedans, c'est avant tout parce qu'on est passionné. Et on est passionné par un sujet, on est passionné par un sens qui est beaucoup plus grand que nous, peut-être la contribution à quelque chose de plus grand, peut-être le partage, peu importe. Mais il y a quelque chose qui nous anime, qui nous fait vibrer, qui nous met comme ça en dynamique et qui nous permet d'avancer. Et à un moment donné, et c'est pour ça que c'est très important pour moi, les gens nous voient et voient notre réussite, non pas si le plaisir est toujours là et la passion est toujours là, mais ils voient notre réussite au regard du chiffre d'affaires qu'on fait, au regard Oui, de aux followers qu'on a sur Instagram, sur machin, sur truc, au regard de commentaires qu'on a sur LinkedIn, au regard du, je sais pas, du nombre de conférences qu'on fait, etc. Et ça, c'est une grande, grande vigilance que j'apporte à tout le monde, c'est toujours se rappeler pourquoi on a fait les choses. Et on peut et se faire plaisir et gagner des millions, c'est tout à fait possible, mais juste bien se dire mon business, j'ai pas juste réussi mon business si mon chiffre d'affaires se développe chaque année fois 2, fois 4, fois 10. Et donc, un business rentable, c'est quoi? Et pour chacune et chacun d'entre nous, certainement qu'il peut y avoir une réponse différente. Et ça, c'est la première question à se poser. La deuxième question à se poser, et c'est ce qu'on voit un petit peu dans les business plans, c'est se dire, OK, combien je veux générer d'argent la première année, puis la deuxième, puis la troisième. Parce que ça, du coup, ça va nous dire, OK, moi, par exemple, la première année, j'ai dit, si à la fin de l'année, j'ai généré entre 8 et 12 000, bah, ce sera cool. Si j'ai généré plus, évidemment, tant mieux. Mais je me suis pas mis la barre là à 30 000 ou à je sais pas combien parce que, heu, ça, entraînait chez moi une peur de pas y arriver. Donc j'ai fonctionné dans ce système-là. Combien tu veux la première année, Béa? 10 000. 10 000, ça fait 800 par mois. Tu sais qu'avec 800 par mois, tu vis pas, Béa. Non. Du coup, dans toutes ces années encore que j'étais dans l'éducation nationale, je me suis constitué une réserve qui serait ma sécurité financière. Donc j'ai énormément travaillé, mais je savais aussi pourquoi. Et donc j'ai dit, moi, j'ai besoin de 2 000, voire 2 500 par mois pour vivre. À 2 000, je diminue mon niveau de vie, mais ça peut être OK. Donc, j'ai besoin de 2 000 par mois. Si je compte gagner 500, 800 par mois, ça veut dire que je dois avoir de côté la somme qui va me permettre de vivre comme je vis aujourd'hui en étant dans l'éducation nationale. Comme de toute façon, si jamais mon business cut ou n'importe quoi, je pourrais ni aller à Pôle emploi, ni rien du tout et que compter sur moi-même parce que j'ai le droit à aucune indemnité de rien en sortant de l'éducation nationale, et ben, du coup, je fais ça. Et la deuxième chose que j'ai faite pour pallier ces éventuels freins ou peurs ou déséquilibres, c'est que j'ai mis devant mes yeux, et on apprend très bien ça en PNL, le maximum de solutions possibles. Ils recherchent plein de postes de vacataires dans l'éducation nationale. Au pire, mon business, au bout d'un an, il marche pas et ma sécurité financière, mon petit paquet de sous que j'ai mis à côté, eh ben, il est tout mangé. Eh ben, je retournerai dans l'éducation nationale. Je pourrais aussi faire, sans dénigrer personne, caissière à Auchan. Il n'y a pas de problème. Je pourrais trouver un job dans la formation. Il n'y a pas de problème. J'ai des tas de compétences. En vérité, on a des tas de compétences. Et ces compétences, elles sont valorisables financièrement, peut-être en reprenant le salariat, malheureusement, mais justement, plus on a de solutions, moins on a de peur. Et plus, du coup, on gagne de l'argent parce qu'évidemment que la première année, j'ai pas du tout gagné 1 000 euros. J'ai gagné bien plus par mois parce que j'étais totalement détachée de ce que j'allais gagner financièrement. Je savais que mon petit pactole était là.
et que j'avais zéro problème avec l'argent. Je Mais pouvais voilà, faire mes 2000 par mois. voilà, c'est ça, c'est que quand on commence, effectivement, il est quand même important, quelque part, de ne pas se lancer comme ça à l'aveuglette et de pouvoir constituer quelque chose qui nous permette, en fait, de tenir à minima une année pour pouvoir Mais, commencer mais, à lancer quelque chose mais sans compter vraiment, toutes les actions qu'on fait avant, en fait. c'est ça. Mais c'est vraiment, moi, j'ai planifié ça, je l'ai anticipé, voilà. Parce que moi, j'étais seule avec 3 enfants et j'étais fonctionnaire de l'éducation nationale et d'un seul coup, je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc, non seulement plus de salaire, mais en plus, plus de rien et plus de rien si mon entreprise quittait. Mais c'était pas un problème. J'ai tellement de compétences que oui, j'aurais peut-être galéré, mangé des patates, fait un prêt à la banque pour un peu de temps. Mais moi, dans ma tête, j'ai la croyance, peut-être tant mieux ou pas, je ne sais pas, que je ne pourrai jamais être ruinée et que je peux diminuer mon niveau de vie, vivre dans un studio. C'est pas ce qui va me réjouir, c'est pas ce qui va être le kiff de ma vie, mais je peux pas être ruinée parce que je trouverai toujours un métier où je vais toucher 1 500 € ou 2 000 €. Donc, je peux pas être complètement ruinée. Et c'est ça, en fait, dans toutes les solutions que j'ai trouvées. J'avais aussi une solution, la deuxième année, je reprends un job de salarié à mi-temps et je fais mon auto-entrepreneuriat, ma boîte à mi-temps. C'est pas ce qui va faire tourner une boîte, hein, faut quand même se le dire, parce que du coup, on est assis entre deux chaises, mais c'est une plausible solution. Et en fait, j'ai mis devant moi plein de solutions. Mon cerveau, du coup, il était hyper tranquille. Ok, donc effectivement, ce que tu dis, c'est que de toute façon, enfin, il faut qu'on soit conscient en fait des objectifs et des capacités qu'on peut avoir année par année. J'espère, mais soit qu'on a pu répondre à la question que tu posais. Dis-le nous en commentaire, il n'y a pas de souci, on Ouais, mais sera là. ouais, voilà. Mm. À ton écoute, je vois qu'on a pas mal de gens qu'on connaît aussi qui sont arrivés sur le live. Je vois Rose, je vois Sandra, je vois Isabelle Gilbert, je vois Sylvain Charas. Enfin, merci à tous d'être là d'ailleurs. Et maintenant, Béatrice, moi j'ai une question pour toi. Parce que tu dis effectivement que tu t'es lancée maman solo en fait avec 3 enfants, d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Ok. Euh, on parle souvent, et c'est quelque chose qui est important, que ce soit dans le développement personnel ou dans l'attention qu'on a à soi, on parle souvent d'équilibre vie pro, vie perso. Quand on se lance dans un business, on a toujours tendance à vouloir effectivement en faire un maximum, à s'investir pratiquement 48 heures sur 24 dedans. Quand on a des enfants, comment on gère cet équilibre de vie au départ, quand on crée Alors, comme... non, mais attends, vous trouvez pas que ça fait noir derrière? C'est pas beau, non, sur l'image? Moi, j'aime bien Non, quand non, c'est mais joli. Attendez, je vois très bien, il n'y a pas de souci. ah, vous me voyez? Bon, alors je reste comme ça, c'est plus Bah oui. écolo. Alors, voilà moi voilà ce que je pense de l'équilibre. Ce que je crois, c'est que nous avons, admettons, on va prendre une valeur. Admettons, nous avons 100, d'accord? Quand on met le focus sur quelque chose dans ces 100, par exemple, nos enfants ou nos amis, ou le sport parce qu'on s'entraîne pour un marathon, ou le fait de lancer un business ou tout ça, on va mettre un certain paquet, comme quand on joue au poker, sur ce sur quoi on met le focus. Donc, par exemple, je lance ma boîte, il faut que je mette le paquet un petit peu là-dessus au début, c'est comme tout ce que je veux réussir dans ma vie. Donc, dans ces 100, qu'est-ce que je choisis de mettre là-dessus? Si je choisis de mettre 50 en disant, tiens, je vais faire 50-50, je suis consciente que du coup, pour tous les autres domaines de ma vie, c'est-à-dire mes loisirs, mes amis, mes formations, ma spiritualité, mes balades en forêt, mes enfants, etc., j'ai que 50 qui me restent à partager dans tout ça. Donc, il Mm. faut quand même bien comprendre que dans notre vie, quand on a un objectif et quand on a un but et qu'on met notre focus là-dessus, la question à se poser est combien je veux mettre sur ce truc-là. Si je veux mettre que 30, et puis je veux laisser 30 pour mes enfants, et puis 10 pour le sport, et puis 5 pour ma mère, et puis 8 pour mes amis, etc., eh bien, j'aurais mis 30 sur, par exemple, développer mon business, j'aurai des résultats à 30. Voilà, il faut juste le savoir. Ça veut dire que je vais mettre peut-être un petit peu plus de temps que d'autres gens pour obtenir les résultats que j'ai envie d'obtenir.
c'est pas grave, mais il faut juste le savoir. Si je, c'est-à-dire que il faut quand même bien, il faut être conscient que quand on a envie de faire quelque chose et qu'on a envie que ça marche, ça veut dire que de l'autre côté, je vais utiliser un terme religieux qui fait un peu mal aux oreilles, il faut faire des sacrifices. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai passé beaucoup moins de temps avec mes enfants. Tout le moment où j'ai monté mon business, environ 18 mois, j'ai passé beaucoup moins de temps avec mes enfants que ce que je faisais d'habitude. Mais comme je le savais et que c'était choisi et donc anticipé, je leur ai dit. Et je leur ai dit, bon, voilà les gars, alors là, j'ai envie de monter mon business, mais je ne leur ai pas dit quand j'avais monté mon business, hein. Je leur ai dit avant. Et je leur dis, voilà. Par contre, j'ai acheté une formation, la Z de Martin Latulippe, et oulala, il faut que je fasse ça, il faut que je regarde ça, machin. Et là, je suis en train de passer mes nuits à regarder des trucs comme ça. Donc, je suis en train de chercher des solutions. Et là, on a, pour le temps que je voulais passer avec mes enfants, fait différemment. Donc, avec mes enfants, j'ai mis un petit paquet de vin. Par contre, le paquet de vin, il était entier pour eux. Donc, j'étais plus avec eux en quantité de temps, mais en qualité de temps. Et un dimanche sur deux, j'étais totalement avec eux, un dimanche sur deux entier. Et puis, s'ils n'étaient pas là, parce qu'ils étaient à une compète de sport ou quoi, soit je venais avec eux parce que c'était l'occasion, soit j'y allais pas. Mais si jamais ils me disaient, ah maman, tac, mon devoir de philo, ah tac, ah tu peux m'emmener là et tout, c'était le dimanche pour eux. S'ils n'étaient pas là, bah moi, je faisais éventuellement autre chose. Et c'est comme ça que j'ai organisé notamment mon temps, parce que sur cette planète Terre, il y a quelque chose qui nous habite du jour de notre naissance au jour de notre mort, c'est le temps. Et on Ouais. court après le temps, ou le temps nous court après, enfin je ne sais pas comment on s'y prend avec lui. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Et non, quand je monte un business, je ne peux pas passer autant de temps avec mes enfants, autant de temps avec mon conjoint, autant de temps en vacances ou je ne sais pas quoi, notamment les premiers mois, que ce que je fais d'habitude. S'il y a des gens qui arrivent, bah, tant mieux. Et puis, je les félicite vraiment et je leur dis bravo. Moi, solo avec 3 enfants, avec les ateliers que je faisais à côté et tout ça, eh bien, à un moment donné dans ma vie, il a fallu que je fasse des priorités. Voilà. Et C'est pas- donc, j'ai fait des choix, mais juste pour finir là-dessus et sur le temps, ce qui a fait du bien à mon cerveau et à moi, c'est que j'ai mis des échéances temps. C'est-à-dire que j'ai dit à mes enfants, voilà, c'est toute cette année jusqu'à Noël. Après ça, à Noël, on voit où j'en suis et on regarde comment c'est possible de faire différemment par rapport à tout ce que j'aurais fourni comme effort et tout ce que j'aurais obtenu comme résultat. Et pour moi, pareil, avec le sport, avec ci, avec ça. Pendant toute une période, j'ai arrêté le théâtre. Voilà. Ce que je retiens énormément de ce que tu viens de dire, enfin, tout est intéressant, mais pour moi, ce qui me semble primordial, effectivement, c'est la communication avant, c'est-à-dire ne pas mettre, en fait, les autres, ou tout du moins nos proches, devant le fait accompli, mais expliquer, en fait, préalablement ce que l'on veut faire et ce que ça va, en fait, amener. Mais ça suppose qu'on ait pu réfléchir aussi à ces conséquences-là, et bien souvent, réfléchir à ça, bah, il faut effectivement en parler peut-être avec des gens qui sont déjà passés ou autre chose, parce que quand on débute, on a tendance à vouloir se lancer parce qu'on est tout feu, tout flamme, mais est-ce qu'on a réfléchi, ce que j'appelle moi au prix à payer? C'est rarement évident en fait, rarement évident. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, quand vous êtes en live ou même si vous êtes en team replay, mais dites-nous, est-ce que vous pensez qu'effectivement que c'est important de pouvoir préalablement communiquer sur vos envies, communiquer sur la création de votre job, sur ce que ça va entraîner comme conséquence? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous avez une notion? Parce que c'est ce que tu dis, c'est génial, c'est un tips absolument énorme, mais c'est vrai aussi que quand on se lance, il y a des fois, on ne voit pas non plus les conséquences, que ce soit sur les amis, que ce soit effectivement sur les loisirs, le sport, le machin. On s'imagine en fait que on peut rajouter une activité et que la journée va s'allonger autant qu'on en a besoin pour tout faire, alors que c'est complètement faux en fait. Et en plus, tu vois, je rajouterais, en tout cas, je vais parler en je ne sais pas encore, avec toutes les personnes que je coach et qui sont dans l'entrepreneuriat,
comment c'est possible de lancer son business sans, à un moment donné, se sentir quand même fatigué, pas au bout du rouleau, hein, fatigué en se disant: «Oh là là, mais tous les efforts que je fais, ça donne que ça et tout», et du coup entrer en conflit avec les gens qu'on aime le plus au monde. Et ça, c'est important aussi de le dire, c'est pas du conflit qu'on s'aime plus, c'est du conflit que, voilà, à un moment donné, on arrive, même en ayant discuté et tout ça, à parfois ne pas se comprendre parce que tout le monde est fatigué. Et ça, c'est important parce que dans ces moments-là, on se sent extrêmement, il est possible que l'on se sente extrêmement seul. Et vous voyez, quand nous, on bosse sur nos trucs d'entrepreneuriat et tout ça, parce que ça contribue au monde, parce que ça nous anime, parce que waouh, c'est un truc, ok. Eh bien, par exemple pour les ados, mais ça peut être pour n'importe quoi d'autre, c'est comme quand ils passent 8 heures par jour pendant les vacances sur leurs jeux vidéo. Nous, parfois, les parents, ça nous agace au plus haut point, ça nous fait rentrer dans des conflits, etc. Mais eux, ils y voient un intérêt à être 8 heures par jour derrière l'écran. Ils y voient du plaisir. Ils y voient une contribution. Ils sont contents. Ils ont des potes de l'autre côté. Ils jouent en réseau. Ils améliorent leur stratégie. Ils demandent à leur cerveau de faire des trucs qu'ils font pas à l'école. Ils y trouvent des bénéfices. En fait, si on leur demande, ils vont. Moi, c'est ce qui s'était passé avec mes enfants. Ils disaient non, mais moi, j'ai des stratégies de ouf hein, quand je joue aux jeux vidéo. Et nous, on se dit ah ben voilà, ils sont addicts. Mais nous, à passer 12 heures, 16 heures par jour sur notre boulot, jour et nuit, les week-ends, comment nous voient et nous perçoivent les gens qui sont autour de nous. C'est exactement la même chose. Des fois, on dit, oh là là, mais l'autre, il veut faire la diagonale du fou à La Réunion, il est malade tous les soirs, il sort courir pendant 2 heures et tout, il s'occupe pas de sa famille, machin, voilà. Et donc, c'est beaucoup plus facile de regarder les autres et de se dire qu'ils font pas correctement que de se regarder soi sous le couvert que c'est du travail, ça va contribuer au monde et c'est une bonne intention, il y a quelque chose de juste derrière. Oui, eh bien, il y a quelque chose de juste derrière tout ce que les gens choisissent de faire, même si on n'est pas câblé pareil et qu'on ne comprend pas ce qu'ils font. Et ça, c'est une grosse résonance à avoir, en fait, hein, vraiment. Absolument, complètement. Et c'est la même chose. On se lance dans l'entrepreneuriat. Nous, on est complètement excités. Mais combien on a de gens qui vont jouer les, comment dire, les bonnes âmes, en fait, les lanceurs d'alerte. Attention, tu fais ça, mais est-ce que tu as eu à vivre ça, toi? Et qu'est-ce que tu peux en dire? Comment tu l'as ressenti et qu'est-ce que tu peux en dire? Vas-y, repose-moi exactement ta question, Eliane. Je te prie de m'excuser parce que j'étais en train de lire tous les commentaires qui sont Compris. sur le côté là, et Et du coup, ça a démobilisé mon cerveau ailleurs. il y en a beaucoup et je vous remercie énormément pour toute la Ouais, c'est trop participation bien. que vous amenez sur ce live. Vous êtes vraiment tous absolument génial. Merci infiniment pour tous. Je te posais la question de dire quand on se lance comme ça et qu'on dit coucou, je vais devenir indépendant, je me lance dans l'entrepreneuriat. On a, alors moi, les gens, ce que j'appelle les bonnes âmes, en fait, ceux qui viennent te dire fais attention, tu ne devrais pas, c'est dangereux, c'est si, tu as eu à vivre ça. Et comment tu as, enfin, qu'est-ce que tu as ressenti, comment tu les as pris et comment tu as géré ça? Alors, dans mes personnes très proches, ma maman, mon frère, ma sœur, il y a personne qui a eu ce genre de phrase, voilà. Non, pas vraiment. Mes enfants, eux, ils ont pas trop compris dans quoi je me lançais, donc ils étaient là sans être là. Mais surtout, ce que ça m'a appris, c'est que, c'est pas grave si tes proches, ils sont pas contents. C'est pas grave s'ils sont pas d'accord. Le seul truc, c'est de les rassurer, de les sécuriser et de dire: «OK, je fais pas n'importe quoi, je sais ce que je fais. Si dans 1 an, j'en suis pas là, je changerai. Je vais pas m'acharner dans quelque chose qui fonctionne pas». Et du coup, j'ai vu là que, heu Maïzuna a mis embarquer ses proches. Alors, je suis pas forcément euh, complètement dans ce trip-là. C'est-à-dire, embarquer ses proches, oui, même s'ils sont pas d'accord. C'est-à-dire, leur exprimer ce qu'on veut faire pour que les choses soient claires et transparentes, c'est hyper important pour moi. Parce que sinon, ils peuvent avoir le sentiment d'être délaissés, d'être rejetés, d'être abandonnés, de plus être aimés autant, etc., etc. Donc, leur dire ce qu'on fait et leur dire, voilà, si vous avez envie de participer au projet d'une manière ou d'une autre, si vous avez envie de me poser des questions sur le projet, si vous, ce serait super. Et puis,
Si vous n'avez rien envie de savoir, si vous avez envie de continuer comme d'hab et ceci et cela, c'est parfait aussi. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et mes enfants, ils sont jamais rentrés dans mon projet, ils m'ont jamais posé de questions. Dans ma famille, tout le monde s'en fout comme de l'an 40. Le business que je fais, machin, la plupart de ma famille n'a jamais, il y a jamais personne qui est venu à mes formations. Ils sont venus à mes spectacles, à mes conférences. Je discute beaucoup avec mon frère, ma sœur et ma mère, qui eux savent vraiment ce que je fais. Mais je veux dire, le reste de ma famille, le reste de mes amis, ils sont jamais venus voir ce que je faisais. Ils viennent jamais à mes lives, ils like jamais mes posts, ni rien. Mais parce que ben, c'est pas ça qui les intéresse. Et pour moi, c'est OK. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis construit un réseau dans mon réseau d'entrepreneurs et puis dans les formations que j'ai faites en programmation neurolinguistique avec Polo, en coaching, etc. Je me construis un réseau avec des gens que j'admirais, qui étaient pour moi des mentors, qui sont devenus pour certains des sponsors aussi à côté, et donc des gens avec lesquels je pouvais échanger. Je me suis inscrite dans des masterminds et c'est par exemple la raison pour laquelle je me suis inscrite à la Z de Martin Latulippe pour me faire du réseau de personnes qui se développent et donc avec lesquelles on se comprend. Et j'ai pas besoin de tout expliquer tout le temps. Et je peux aussi dire mes coups de mou et je peux aussi leur partager, faire des masterminds sur certaines idées, etc. Ce qui ne signifie pas que je n'ai pas parlé à ma famille, mais juste je ne les ai pas envahis avec ça. Et quand on parlait ensemble, j'étais pas du tout le temps en train de parler de ça. Quand ils me posaient des questions, Et hop, tu je n'as leur jamais, parlais. t'as jamais eu de retour non plus comment dire, d'attention, de barrière, mais je vais mettre des guillemets entre le mot barrière, hein, sur le mot barrière, par exemple, de tes collègues ou autre chose, quand tu as exprimé le fait que tu allais te lancer toute seule, c'est-à-dire que tu allais en fait quitter quelque part la sécurité du salariat ou la sécurité de la fonction publique. Je n'ai T'as jamais... prêté aucune attention aux gens qui disaient ça. Jamais. Oh, d'accord, donc Donc, jamais. non, quand c'est arrivé, je disais, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu fais ça et oui, ok. Ouais, c'est vrai. Ben, merci de me partager ton point de vue. Mais du coup, qu'est-ce que tu veux me dire à moi enfin, qui pourrait me faire. Non, non, ben, je vais rien te dire de spécial, te dire quand même, c'est un peu dangereux. Enfin, voilà. Ok, bah écoute, merci. Je prends parce que ça peut me mettre en vigilance et même pas chercher à discuter. Parce que, en fait, les gens qui nous disent ça, on le sait, ils nous partagent leur peur, ils parlent d'eux, etc. Donc, c'est pas la peine de discuter, ni de leur dire sois tranquille. Non, sois tranquille, c'est une injonction. Et donc, ça marche pas. Donc, j'étais plutôt à leur poser deux, trois questions, à les remercier de ce qu'ils m'avaient dit, et puis c'est tout. Et je n'ai jamais prêté aucune attention à ça parce que je me suis construit un réseau solide de gens en qui j'ai confiance et que j'ai toujours pu appeler jour et nuit si j'étais dans le mood. Je me suis faite accompagner. Donc, je l'ai dit, j'avais 3 coachs et après, j'en avais plus que 2. Mais au début, et ça, ben, c'était ce dont j'avais besoin pour mon business. C'est comme si on veut se lancer dans un truc de fou, je sais pas, un marathon, par exemple, et puis que d'un seul coup, on s'inscrit à un club de footing et puis qu'on va courir tous les dimanches. Bon, ben, OK, on raconte pas ça à tous les gens tout le temps. Oui, on en parle peut-être un peu plus que ce qu'on en parlait d'habitude, mais les gens qui n'ont pas du tout envie de parler de footing, on leur en parle pas, en fait. Parce qu'on se dit, bah, de toute façon, ça les ennuie, ces conversations. Et au lieu de dire, je comprends pas pourquoi ça les ennuie et pourquoi ils n'ont pas envie de m'écouter et tout, va discuter avec des gens que ça intéresse. Ne perds pas ton énergie et ton temps à discuter avec des gens que ça n'intéresse pas. Pour l'instant, ils sont pas là. Et c'est pas qu'ils t'aiment pas, et c'est pas qu'ils sont contre ton projet. Juste, ils en sont pas là et ils pensent très différemment. Ok, donc tout ça c'est très très bien. Alors, maintenant, avant qu'on passe effectivement un petit peu sur Béa aujourd'hui, Béa comédienne, sur l'improvisation, sur même un petit peu d'ailleurs, si on a encore un petit peu le temps, sur vraiment aller un tout petit peu plus sur l'explication de ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est le programme pour ce que vous allez avoir d'interview. Euh, je voudrais te poser une question, Béa. Si aujourd'hui, tu te retournes sur ton parcours, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais changer? Quelle est la synthèse que tu pourrais en faire? Je ne changerai rien parce que je crois que mon cerveau, il est configuré depuis que je suis née pour jamais rien regretter, ni avoir de remords. Donc, je changerai rien. Et
Ce que je ferais différemment, c'est que je prêterais quand même plus d'attention, hem, aux gens qui m'entourent. Prêter de l'attention, c'est pas donner plus d'attention aux gens qui m'entourent, parce que ça, je crois que j'ai appris à le faire, donc je le fais pas toujours, super bien. Voilà, des fois, je mets, 7 jours, 9 jours à répondre à des textos, des machins, enfin voilà, bon, bref, je le fais pas toujours super bien, il faut reconnaître aussi, mais je parle pas de ça. Je parle de, la confiance que je donne aux gens quand je trouve des partenaires, quand je trouve des collaboratrices ou des collaborateurs, parce que je me suis quand même fait avoir plus d'une fois sur des projets où j'ai fait grande confiance à des personnes, voilà, hem, qui étaient là et qui apportaient justement un complément à ce que je cherchais et où je n'ai pas écouté mon intuition ou cette petite voix qui dit: «Mais quand même, il y a un petit truc chelou» et puis quand l'histoire est finie, tu te dis: «Tu vois? Je le savais». Bon voilà, comme c'est arrivé à plein de gens. Donc aujourd'hui, j'ai une plus forte vigilance vraiment sur ce sujet-là et donc dans mon entreprise, je n'ai pas de salariés, mais j'ai des partenaires avec lesquels j'ai appris à cadrer différemment, à écrire des contrats, à poser les choses beaucoup plus précisément. Donc ça, c'est vraiment ce que ce chemin m'a appris. Et il m'a appris que, voilà, ce monde-là est comme tous les mondes, mais il y a des gens qui, je sais même pas si c'est profiter parce que je sais même pas s'ils ont cette intention-là, mais qui en tout cas viennent piocher, ce que moi je ne veux plus offrir de cette manière-là. Donc ça m'a vraiment appris. Alors, si j mon chemin comme il va continuer, c'est surtout ça, vraiment, cette approche-là sur laquelle je suis vigilante et puis ce que nous apprend aussi le chemin, c'est, la valeur du travail que l'on fournit. Parce que c'est quelque chose de très difficile à monétiser, en tout cas à se demander au début, on se dit: «Bon, du coup, bon, combien je vends cette journée de formation? Alors normalement, les prix d'une journée de formation, c'est combien? 600 €, 700 €. Ah ouais, oh dis donc quand même, tout le boulot que ça va me demander, les heures. Bon allez, je vais mettre, 1000, allez 1 200. Bon après le lendemain matin, je me lève. Ah 1 200 c'est quand même un petit peu beaucoup, non? Bon, je vais mettre 1000. Non allez, je vais mettre 990 comme ça c'est pas exactement 1000. Et au début, on se pose plein de questions comme ça. Et on s'aperçoit, même pour tout le monde, qu'en fait, le contrat qu'on voulait pas, où on s'est dit: «Vas-y, je leur mets 1 300 parce que de toute façon, j'ai pas envie de bosser avec eux, ça va me demander du boulot et tout», bim, c'est celui qui tombe. Pourquoi? Parce qu'on était détachés du prix qu'on a marqué et on a dit: «Je le veux tellement pas, je vais mettre un prix élevé» et on était tellement détachés du tarif, on avait donc pas de peur, pas d'angoisse, pas de comme ça, par rapport au tarif qu'on a donné, que du coup, le client, il a signé. Et alors ça, aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup plus aisé pour moi. Il y a des fois, c'est quand même, je le dis, challengeant. Quand je signe pour un gros client auquel enfin après lequel, je suis depuis 2 ans et que là, il me demande de faire un prix sur le devis et que c'est un gros devis, pas à 5 000 €, là, je me dis: «OK, alors posons les bases». Mais je n'ai plus, le même lien à la valeur de ce que je propose et ça, c'est aussi ce chemin, il m'a appris ça. Si j'estime que ce que je vais apporter aux gens, ça va changer leur vie et qu'en 3 séances à 160 € et ben, ça va pouvoir semer des graines qui vont faire plus tard un jardin japonais ou un jardin à la française ou ceci, cela. C'est la valeur que j'ai. J'ai dépensé de l'argent dans mes formations, j'ai dépensé de l'énergie, j'ai un certain nombre de connaissances, de compétences, de savoir-être et du coup, j'estime que ma valeur financière, elle est là. Et les gens qui me disent: «C'est trop cher», s'il y en a qui me le disent, alors moi, il y a jamais personne qui m'a dit ça. Il y a des gens qui m'ont dit: «Ah, je peux pas payer cette somme-là», mais jamais personne m'a dit: «Ouh là là, c'est cher». Bon, les personnes qui diraient: «C'est trop cher» ou tout ça, bah, écoute, moi, c'est le prix que j'ai fixé par rapport à ce que je pense valoir. Je peux me tromper, mais je l'assume. En revanche, la question peut-être que tu as à te poser toi, c'est: «Combien tu vaux?» et combien vaut ce sur quoi tu veux être accompagné pour ce que ça va te rapporter demain. C'est tout. Combien tu es prêt, c'est très basique. Quand tu vas chez Darty, bon, je suis désolée, je suis une marque, mais quand tu vas chez Darty, tu as plein d'aspirateurs. Bon, et beh, celui qui coûte 350 €, et ben, il a pas les mêmes capacités que celui qui coûte 85 € et il a pas les mêmes capacités que le Dyson à 1 500 €. OK, bon,
Alors, tu ne feras pas la même chose avec les 3 aspirateurs. B, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est de moindre qualité. Ça veut juste dire que tu t'en sers pas de la même manière. Et le Absolument. pire du et le pire du pire, quand les gens te disent: «Ah oui, mais alors tu as fixé, tel prix, mais alors dis donc, mais alors est-ce qu'on est sûr d'avoir des résultats?» et ci et ça. Je dis: «Tu sais, hein, tu achètes ton Dyson à 1 500 là, pour nettoyer chez toi, mais tu le laisses dans ton placard. On est d'accord que ça va pas faire le ménage tout seul. Donc moi, tu vas venir, tu vas payer 160 ou je sais pas combien la journée de formation, 2 000 balles la journée de formation ou 1 800. Beh, si tu fais rien derrière, moi j'ai beau être une sorcière, une fée ou quoi, je ne convoque pas la magie dans un temps restreint et l'humain restant ce qu'il est, eh bien, ça va être à lui derrière de s'approprier et d'aller faire des efforts et donc ça, tu vois, autant je regrette rien et je changerai rien, autant ça m'a appris quand même, mais des fois je me dis: «Ah mais dis donc, si j'avais eu cette lucidité et puis, cette posture-là au début», beh, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis fait coacher sur l'argent, bah, ça aurait été vraiment, vraiment cool. Parce que, peut-être ça m'aurait permis, face à certaines personnes, de poser des questions, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Absolument. Alors, j'ai mes oies, en fait, qui me fait un pont, effectivement, pour passer à ma prochaine question. Merci, mon cher Mézois, ou mon cher Mézois, pardon. Et qui pose la question suivante. Selon toi, quels sont les points de vigilance à observer lorsque l'on débute dans l'entrepreneuriat? Alors, je vais faire une réponse de Gascon ou de Normand ou de je sais pas qui, ou peut-être de Lyonnaise. C'est que ça dépend des gens, pour moi, tu vois? Alors là, je suis contente, je vois qu'il y a Jérôme, enfin voilà, il y a plein de personnes qui sont en business, qui montent leur business et qui accompagnent aussi, les gens là-dessus et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire: «OK, je veux monter mon business, quelle approche peut me correspondre par rapport à là où j'en suis et par rapport à ce que je veux faire, en fait?» Moi, par exemple, Béa, j'ai un niveau de comment de finances que je veux gagner par mois. Je fais des choses à côté, OK? Donc ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est monter sur scène et développer ce business-là. Donc je me suis fixé un montant par mois que je veux gagner. Alors je prends les coachings et je prends les conférences et tout ça pour gagner ce montant-là et je prends pas plus. C'est-à-dire si plus vient, mais que ça me demande plus de temps et plus d'énergie, je dis non parce qu'aujourd'hui, je suis en train de diversifier mon offre et de monter une autre branche. Donc, sur quoi faut être vigilant quand on monte notre boutique? Eh bien, faut être vigilant à soi. Faut être vigilant à nos besoins en tant qu'entrepreneur. Faut être vigilant à ce qui est important pour nous et faut être vigilant à la ligne d'arrivée qu'on vise. C'est-à-dire qu'on a une ligne de départ. Voilà, je sors du salariat ou de ceci ou de cela. J'ai des tas de compétences, j'ai des tas de savoirs et puis je veux arriver là. Parce que tant qu'on ne sait pas où on veut arriver et puis à chaque pas qu'on fait, la ligne d'arrivée, elle va pouvoir être modifiée, mais avec précision. Mais quand je vois ma ligne d'arrivée, je vais pouvoir construire le comment je fais. Bah, par exemple, Jérôme, il accompagne beaucoup là-dessus. C'est que moi, par exemple, moi, j'accompagne que sur la gestion des émotions. Donc, je vais accompagner sur les freins qu'il y a, par exemple, à lancer son business, à gagner plus d'argent, etc. Mais je suis juste sur ce volet-là. Mais donc, en fait, c'est un peu construire, pour moi, un avatar d'entrepreneur. C'est-à-dire, c'est quoi mon identité à moi d'entrepreneur? Et donc, dans le business, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Est-ce que c'est l'argent? J'ai le droit. Est-ce que c'est les résultats que j'obtiens? J'ai le droit. Est-ce que c'est de voyager pour le business? J'ai le droit. Il y a plein de choses qui peuvent me plaire. Et donc, quand j'ai tout ça, la liberté que je vais avoir, travailler que 3 jours par semaine, machin, il y a tout plein de choses qu'on peut avoir qui sont importants pour nous. Et quand on a tout sur, sur notre mind mapping, là, mais on va se dire, mind mapping, pardon, mais MAD, c'est fou, ça marche aussi. On va se dire, OK, maintenant je prends les éléments et puis je vais les prioriser. Qu'est-ce qui est en un le plus important pour moi? En 2, en 3, peut-être en un, la première année, ce qui est le plus important pour moi, c'est être visible sur les réseaux. Donc je vais passer du temps et de l'énergie là-dedans. Voilà. Mais peut-être pas pour quelqu'un d'autre d'à côté. Et que je ne peux pas obliger celui qui est à côté de moi à faire pareil. Parce que si moi je veux gagner que 5 000 par mois, mais qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui veut gagner 20 000 par mois, mais il est assez évident qu'on ne va pas du tout s'y prendre de la même manière. Ou peut-être que Absolument. si, et peut-être que non. Ouais. Et je retiens ce type, ce que je n'avais pas effectivement vu, mais qui est super intéressant à voir. C'est-à-dire, en fait, quand on commence,
quelque part amener une projection en fait de ce que l'on veut être et faire une projection en fait de ce pourquoi on le fait et de ce qui est important pour nous quelque part, de se faire une image en fait de ce que l'on veut être. Et ça, effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup travaillé et qui est extrêmement intéressant parce que ça permet de cibler et de concrétiser d'une certaine manière les choses que l'on veut au départ. C'est génial. J'avais Et une dernière question que je alors, voudrais. Oui. juste, je rajoute une petite chose. Quand on monte un Ouais. business, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cyclique. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la socio des organisations, Michel Crozier, tout ça. Bref, je ne vais pas faire une conférence là-dessus. Quand on monte un business, notre business, et c'est comme tout pareil, la société, l'économie, tout, il monte, il stagne. Il monte, il stagne. Il monte, il stagne. OK? Mais monter, stagner, monter, stagner, monter, stagner, c'est pas forcément je monte parce que je suis dans de la croissance financière. Par exemple, moi, mon but, c'est d'être reconnue sur l'expertise de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est d'avoir une émission télé sur TF1, c'est de passer à la radio sur RTL, c'est ça mon but. Mais c'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent. Et la croissance de ma boîte passe par la reconnaissance de mon expertise sur l'intelligence émotionnelle parce que mon grand tout, mon sens, ce serait que ce soit intégré à l'éducation, donc à l'éducation nationale, à l'éducation de l'humain, que l'intelligence émotionnelle, c'est une forme d'intelligence comme les autres et qu'on devrait apprendre depuis toujours. Donc, moi, ma croyance, c'est que plus on en parle, et plus on en parle de manière précise, concise, qui fait avancer, etc., plus ça va donner des résultats. Donc, moi, mon but du business, c'est de croître, mais pas financièrement, en termes de reconnaissance de l'intelligence émotionnelle. Du coup, à chaque fois, tous les 2 ans, je change, enfin, je diversifie mes branches. Donc aujourd'hui, je laisse un peu tomber la formation pour mettre le focus sur le coaching entrepreneurial et sur les spectacles et les conférences. Et ça, je vais le faire jusqu'en 2026. Mais j'ai pas un grand delta dans ma croissance financière. J'ai un delta de 2 000 € par mois, pas de x4, parce que aujourd'hui, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais peut-être demain, oui, c'est ça qui va m'intéresser. Tu vois? Ok. Alors justement, là, on va effectivement arriver sur un petit peu sur la fin de cet échange. Et je posais la question à tous nos amis qui nous suivent. En fait, pour vous, éventuellement, quelle est votre définition? Qu'est-ce que c'est pour vous que l'intelligence émotionnelle? Dites-nous en commentaire. Moi, je vais demander à Béatrice qu'elle puisse un petit peu nous expliquer un petit peu plus ce que c'est. Mais je voudrais savoir ce que vous avez envie, enfin, qu'est-ce que c'est pour vous l'intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment on peut s'en servir? Allez, faites-nous chauffer un petit peu le chat là, et dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Vous avez la petite question qui est sous la vidéo là. À votre avis, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Et Béatrice, Béa, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? À quoi ça sert? En très simple, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la mesure de nos capacités, de nos ressources internes qui nous permettent de stabiliser notre système émotionnel pour répondre aux contraintes de l'environnement. Autrement dit, ça utilise nos qualités intrapersonnelles, nos qualités interpersonnelles, quelles que soient ces qualités-là, pour pouvoir répondre aux pressions de l'environnement et donc équilibrer notre système émotionnel. Pourquoi Vous pouvez nous intelligence? donner un exemple très, très simple? Je vais donner un exemple. Mais par exemple, on crie au feu ou d'un seul coup, il y a le Covid, je me mets en mode panique sur je vais perdre mon job, ma maman va décéder ou ceci ou cela. L'intelligence émotionnelle va nous permettre de prendre du recul sur la situation pour la regarder différemment, pour équilibrer notre système émotionnel. Autrement dit, l'intelligence émotionnelle nous permet de faire alliance, d'apprivoiser nos émotions et donc de faire alliance avec nos peurs pour que nos peurs qui sont là soient toujours un peu en deçà de nos désirs étant ce qui vont nous permettre de garder la motivation, l'engagement, l'enthousiasme
la joie, la responsabilité et nous emmener vers la réussite. Et l'intelligence émotionnelle nous apprend à ne jamais enlever nos peurs qui nous préservent des risques et des dangers. La seule chose qu'elle nous apprend à faire, c'est que quand on commence à se sentir mal émotionnellement, en frustration, ça veut dire qu'on a des peurs, parfois très inconscientes, qui prennent le dessus sur nos désirs et qui potentiellement asphyxient nos désirs et les enferment. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité qu'a notre système limbique qui est dans ce cerveau. C'est pour ça qu'on dit intelligence. Système limbique, il gère les affects. C'est là où vous avez tous vos fichiers de vos empreintes émotionnelles. Et quand vous recevez des informations, des stimuli de l'extérieur, les informations se baladent dans vos autoroutes neuronales, viennent évidemment toucher vos fichiers émotionnels. Si ces fichiers émotionnels, eh bien, ils sont plutôt négatifs parce que vous avez vécu des expériences qui n'étaient pas top, ça va envoyer une réaction émotionnelle plutôt inconfortable, donc un comportement inapproprié à la situation. Et si votre intelligence émotionnelle vous permet de dire, ah, attention, ça vient toucher un fichier pas confort, pas agréable, on va aller prendre un autre fichier plus agréable pour avoir une réaction émotionnelle plus confortable et plus plaisante qui va nous permettre d'avoir un comportement approprié à la situation. Tout part chez l'humain de son système émotionnel. Si on ne sait pas gérer notre système émotionnel, on a beau être un leader, un ceci, un cela, et avoir un cerveau fulgurant, de potentiel ceci, de machin, de trucs, avoir des idées de folie, eh ben, notre système émotionnel, à tout moment, il peut nous mettre par terre. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Effectivement, si on n'amène pas les émotions en accord avec ce que l'on veut faire, etc., et qu'on ne reste pas dans la zone de maîtrise, de toute façon, effectivement, on va aller par terre. Écoute, voilà, vous avez eu une définition de l'intelligence émotionnelle. Si vous en voulez plus, si vous voulez savoir plus profondément ce qu'il en est, je vous invite, mais fortement, à contacter Béa, donc sur tes pages Facebook, c'est ça, on peut te retrouver sur Facebook, on peut te retrouver uniquement sur Facebook ou ouais, principalement. Voilà, alors non, je ne suis pas sur TikTok encore, je ne me suis pas mis sur TikTok, mais Instagram, LinkedIn, Facebook, j'ai plusieurs comptes sur Facebook, j'ai un compte Béatrice Fornari, j'ai un compte Be Enjoy Attitude, donc vous pouvez me retrouver de partout. Je publie assez régulièrement et puis voilà. Voilà, bah écoutez, ça me fera grand plaisir. On arrive effectivement à la fin de ce direct. J'espère qu'on vous a apporté un petit peu de valeur et que vous avez pu y trouver effectivement quelques réponses. En tous les cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous invite à me retrouver pour la dernière, et je dis bien la dernière de la saison, qui sera donc mardi prochain et où je recevrai un de mes mentors, mais quelqu'un qui est... alors, Béat est vraiment à un niveau énorme, mais cette personne que je recevrai est encore plus haute pour moi. C'est Paul Pironnet. C'est mon mentor, c'est celui qui m'a appris la PNL et ça va être effectivement le dernier et celui qui va clôturer cette saison. Donc, je vous espère peut-être la semaine prochaine, mardi prochain. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous remercie de votre présence. Franchement, vous avez été absolument génial ce soir. Merci à tous et très belle soirée. Et surtout, souriez, vous êtes filmés, parce que si vous ne savez pas par qui, l'univers, lui, le sait. Merci pour votre présence. Merci beaucoup, Eliane, pour ton invitation. Voilà, un très, très grand sourire à tous et bien un immense sourire aussi.